réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte dans l'océan. Mais si cette goutte n'existait pas dans l'océan, elle manquerait. C'est sur ce proverbe philosophique de Mère Teresa que nous vous souhaitons la bienvenue dans By Night, un By Night tout spécial parce que nous sommes quelque part, on va le découvrir, et celle qui va nous ouvrir ses portes d'une minute à l'autre est une fierté du continent. Mesdames et messieurs, By Night, c'est tout juste après cet instant de pub. By Night, le rendez-vous d'une jeunesse responsable. Je le disais, celle qui va nous ouvrir ses portes est une fille du continent, la fierté du continent. Le Cameroun, le pays qu'il a vu naître. Depuis, c'est dans le monde associatif qu'elle a su identifier les mots qui minent son pays, qu'elle a donc fondé l'Alliance culturelle de la jeunesse camerounaise, une fondation qui œuvre dans la protection de la femme et de l'enfant en état d'urgence et en situation d'urgence. Elle, c'est Kamsou Vanessa. Elle est donc notre invitée. Un By Night tout spécial parce que nous sommes hors les murs de nos studios. On est quelque part dans la ville océane. Vanessa, Kamsou, bonsoir et bienvenue dans By Night. Bonsoir Yann. Visite express ici à Pointe-Noire. Est-ce que tu peux nous donner déjà ton regard sur cette capitale, cette ville océane qui est la deuxième de notre pays, le Congo? Yann, qu'est-ce que je pourrais dire? Déjà, j'apprécie un truc, c'est que c'est vrai que ça se fait pas de dire ça, mais comparé à chez nous, c'est très très propre. Ça, j'apprécie. C'est une comparaison fondée. Oui, ouais. c'est très propre, c'est très agréable. Il n'y a pas beaucoup d'embouteillage aussi, mais il fait chaud. J'avoue, il fait très chaud. Un peu comme au Sénégal aussi, comme en Mauritanie. Oui, c'est vrai. Comme en toute l'Afrique. Oui, mais il fait plus chaud ici que chez nous parce qu'en ce moment aussi au Cameroun, il pleut tout le temps. Donc après, il fait pas très très chaud, mais là j'ai vraiment chaud tout le temps. Mais sinon, j'apprécie le paysage, c'est extraordinaire. Je vois en toi toute cette critique-là, un peu comme une bonne Camerounaise. Ça, c'est sûr. Est-ce que la jeunesse monténégrine, celle-là, active, t'a bien accueilli? Oui, Yann, j'étais très bien accueillie, surtout par des amis jeunes chambres. Déjà, à la jeune chambre, on sait que la fraternité humaine transcende la souveraineté des nations. Donc, on a une tradition à la jeune chambre. Quand un membre jeune chambre arrive dans une ville et qu'il fait savoir qu'il est là, on l'accueille. Donc, j'ai eu droit au traditionnel repas jeune chambre, dans la convivialité, la fraternité. Et je dois dire que je suis très satisfaite de ça. Il faut le dire, Vanessa, ton parcours vient renforcer l'idéal pour lequel nous nous battons. Nous nous battons pour une jeunesse responsable. Et t'accueillir aujourd'hui est une fierté. Tu n'as pas attendu d'avoir 30 ans pour identifier les mots qui minent ton pays, le Cameroun, que tu as... À côté d'identifier les mots, tu as également proposé des solutions, que tu as donc fondé l'association ACJEC, qui est donc l'Alliance culturelle de la jeunesse camerounaise, une fondation qui œuvre dans la protection de la femme et de l'enfant en situation d'urgence. Parlons un peu de cette association. Alors, l'Alliance culturelle de la jeunesse camerounaise est née dans une chambre d'étudiants. Dans une chambre d'étudiants. Oui, en fait, pour la petite histoire, j'étais étudiante à l'université de Buea, qui se trouve dans la partie sud-ouest du pays, qui est actuellement en crise. Et c'était bien avant la crise. On était une bande d'amis qui avons décidé de faire des dons, comme ça, on va dire, pour aider les réfugiés. Vous savez qu'au Cameroun, on a un peu plus de 250 000 réfugiés. Et un peu plus de 150 000 déplacés internes dus au problème avec Boko Haram. Avec Boko, également avec la partie nord du pays. Exactement. Donc, je dirais dans 3 régions du Grand Nord. On a au sud les réfugiés qui viennent de la Centrafrique. Et récemment, quand je dis récemment, il y a 3-4 ans, la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais à ce moment-là, ce qui nous intéressait, c'était vraiment les réfugiés de l'extrême nord qui avaient fui Boko Haram et qui vivaient vraiment dans des conditions... Vous pouvez imaginer, mais vous n'avez pas beaucoup de réfugiés ici?
Ils y sont, mais... Ah, mais vous n'avez pas de camp de réfugiés. Voilà, on n'a pas de camp de réfugiés. Voilà, donc les réalités sont un peu différentes. Donc, chez nous, on a des camps. Genre, on a un grand camp, par exemple, celui de Minawao, où l'association est basée, qui fait 625 hectares. Vous pouvez imaginer 625 hectares. Il y a plus de 150 000 âmes qui vivent à l'intérieur du camp. Et au départ, c'était, comme j'ai dit, juste une bande d'amis qui avaient décidé, voilà, de récolter des fonds dans l'université pour pouvoir aider ces personnes qui étaient réfugiées. Au fur et à mesure que le temps est passé, on a eu envie de voir plus grand et de faire autre chose parce qu'on s'est dit, voilà, venir de donner du riz et repartir, ça n'aide pas les gens, ça ne leur donne pas l'espoir de pouvoir un jour faire comme nous, c'est-à-dire être compétitif, par exemple, sur le marché de l'emploi. Donc, on a commencé à brader par-ci, par-là des fonds pour pouvoir mettre les enfants dans les écoles et pourquoi pas appuyer ceux qui venaient d'ailleurs et qui étaient déjà dans des écoles chez eux pour qu'ils puissent continuer les études malgré les situations qu'ils vivent et tout ça. Donc, c'est un peu comme ça que la GEC est née. Mais bon, plus tard, on s'est rendu compte que la jeunesse, généralement, en fait, en période de guerre, les femmes se déplacent beaucoup avec les enfants. Les hommes meurent et tout ça. Donc, il fallait aussi, on dit empowered. Je sais pas comment on dit ça en français. Excusez-moi, je suis un peu... C'est mon bilinguisme qui fait... voilà, qu'il fallait, autonomiser les femmes ou... Voilà, vraiment rendre les femmes un peu plus actives, étant donné que c'est elles qui... gardent les enfants ou qui sont à même de donner une éducation aux enfants. Donc, on a ouvert une branche où on fait tout ce qui est apprentissage des métiers de l'artisanat, apprentissage de la couture et tout ça pour des femmes, pour aussi leur permettre de préparer l'après-crise, pourquoi pas, ou d'avoir un revenu pour elles et pour les enfants. Et en marge de ça, il y a quelques mois, on a ouvert une branche où on fait du renforcement de capacité pour les jeunes. On a fait déjà 2 séminaires de 100 et 150 participants pour renforcer les capacités des jeunes qui sont dans des associations. C'est-à-dire que dans l'extrême nord du pays, au Cameroun, il y a énormément de jeunes associations qui naissent, mais qui sont parfois soit mal structurées, soit n'ont pas vraiment de mission ou de vision et tout ça. Et nous, quand même, on a la chance, au sein de mon équipe, d'avoir des opportunités à l'international en termes de formation et tout ça. Donc, on a quand même une structure, pour une petite association, on a une structure assez bien faite, et on a un fonctionnement qui est un petit peu comme des grandes ONG. Donc, on s'est dit, voilà, on va empower d'autres jeunes. On va les amener à pouvoir aussi être bien structurés pour que on puisse faire une synergie et avoir davantage d'impact dans cette région pour les populations qui ont besoin de nous. Donc, c'est un petit peu ça, la GEC. Désolée d'avoir été long. Quels sont ceux qui, aujourd'hui, ont compris ta vision et t'accompagnent? Au sein de mon équipe, on est une quinzaine à peu près de jeunes. Chacun d'entre nous est professionnel dans son domaine et donne vraiment de son temps pour l'organisation. Mais en dehors de ça, on est accompagné par les autorités, que ce soit locales ou nationales, mais aussi d'autres associations qui, comme j'ai dit, travaillent ou bien œuvrent dans la région ou dans les régions où on intervient. Donc, il y a quand même pas mal de monde. Alors, comment s'organise la Fondation dans cette lutte de pouvoir remédier à la vulnérabilité de la femme et de l'enfant sur le terrain, concrètement? Comment ça se passe? Les activités qu'on fait. En termes d'activités. D'accord. Alors, en termes d'activités, on a plusieurs domaines. Tout à l'heure, je vous ai parlé du tout dernier bébé qu'on a, c'est-à-dire cette branche de renforcement des capacités des jeunes à travers des séminaires de formation en entrepreneuriat, au leadership, mais également des séminaires où on apprend aux jeunes comment partir de l'idée à l'entreprise, en passant par le phénomène des startups ou le crowdfunding, etc.
Mais voilà, enfin, en amont, on a aussi des campagnes d'actes de naissance qu'on fait pour des enfants en risque d'apatridie. On a des dons qu'on récolte pour mettre des enfants à l'école. On a un projet à la rentrée scolaire, par exemple, qui s'appelle Opération 15 000 cahiers. C'est-à-dire, on récupère les vieux cahiers, stylos des enfants et tout qu'on va redistribuer. Et aussi, comme je vous ai dit, on a cette branche pour renforcer les capacités des femmes ou les outiller tout simplement à préparer leur vie d'après ou à s'autonomiser. On a des sessions où on finance ou alors on fait financer des formations pour les jeunes filles en couture, en métier de l'artisanat, ou alors ça peut être des formations professionnelles. On en a 4 en ce moment qui sont à l'université, qui sont financées par les fonds de l'association. Et on les accompagne jusqu'à ce qu'elles aient terminé leur cursus. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on... Au Congo, Brazzaville, les gens se plaignent. Dans tous les secteurs donnés, ils disent toujours que l'État n'accompagne pas très souvent les projets. Est-ce que c'est le cas au Cameroun? Est-ce que l'État camerounais s'investit d'une façon ou d'une autre dans l'accompagnement de tes projets avec ton association? Alors de ce côté-là, je dirais que je suis bénie des dieux, parce que voilà, on a des fonds qui sont, je veux dire, impulsés par l'État. Déjà, l'État camerounais pour les associations fait énormément, étant donné que avec la masse de travail qu'il y a et tout ça, il y a énormément d'associations qui font beaucoup de choses. Donc généralement, les ministères ont des budgets pour les associations. Donc à part ça, moi particulièrement, ou du moins AGEC en particulier, on bénéficie de fonds de l'État pour les projets, par exemple, d'actes de naissance. Récemment, on a bénéficié de l'État d'un don de, que je me trompe pas, 2000 plants d'arbres pour un projet de reboisement autour du camp de Minawao. Donc, je dirais que oui, l'État s'investit, mais c'est à nous d'aller vers l'État. Je dirais à mes jeunes frères congolais que il faut déjà avoir une certaine crédibilité. Le problème avec nous, les jeunes de la société civile, c'est que généralement, on s'investit dans ces choses-là pour l'argent. Et bon, on n'est pas en train de dire qu'il faut pas penser à l'argent. En tant que jeune, c'est vrai qu'on pense à se construire et tout ça. Mais il faut davantage briller par sa crédibilité. Quand un bailleur ou l'État vous octroie des fonds pour un projet, il faut mener à bien le projet, faire un rapport, le déposer. Il faut vraiment avoir de la matière à ce qu'on nous donne. On peut pas attendre si nous-mêmes, on n'est pas crédible ou alors on n'est pas prêt à faire ce pourquoi on a demandé des fonds. Effectivement. Et même en coulisses, tu me disais que l'armée aussi t'accompagne. Oui, quand je dis bénéficier des fonds de l'État, en fait, dans la région de l'extrême nord particulièrement, qui est une région considérée comme en crise ou en proie à la guerre et au terrorisme et tout ça, l'armée accompagne énormément les associations, surtout des associations de lutte contre la radicalisation et le terrorisme. Parce que au sein d'AGEC aussi, on fait des campagnes de sensibilisation pour les élections sans violence, pour la lutte contre l'extrémisme et tout ça. Et dans ce type de projets, et les projets de lutte contre l'apatridie, par exemple, donc les projets actes de naissance, effectivement, l'armée octroie des fonds pour ce type de projet. Comme ta consoeur Maïmouna Sidibé, la Congolaise du Mali, c'est comme ça que moi je l'appelle, lorsque je l'ai reçue il y a pas longtemps dans By Night, on a découvert que ton engagement était sans limite. Et également, on l'a retrouvé un peu partout dans toutes les associations, elle était là, dans toutes les mutuelles, même, je dois le dire comme ça. Alors, nous avons découvert également que tu étais membre alumni au sein du programme YALI, donc le centre de Dakar, en Civic Leadership. Alors, notre question est de savoir, c'est quoi être un membre alumni? Déjà, Yann, je suis très très jalouse. J'espère que moi aussi je serai la Camerounaise congolaise. La Camerounaise du Congo, sinon on va dire la Congolaise du Cameroun. Exactement, donc j'espère que moi je vais bénéficier de ce titre-là. Alors, en fait, le terme alumni, c'est simplement, en fait, pour dire, à la base, c'était une association de personnes qui avaient été dans la même école, qui se retrouvaient simplement pour garder les liens d'amitié.
Mais au niveau du programme, le Young African Leaders Initiative, le YALI, si vous préférez, être alumni, en fait, c'est une responsabilité entière, on va dire. Parce que on a eu l'opportunité, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas peut-être le YALI, qui est, je dirais en 2 mots, un programme de leadership pour les jeunes africains, impulsé par le président Barack Obama. Exactement. Et il y a plusieurs centres de leadership en Afrique. Il y a celui de Dakar, il y a celui d'Accra et il y a celui de Lagos, mais également aussi celui du Kenya en Nairobi. Et quand on y va, pendant ces sessions de formation qui sont entièrement gratuites, je précise, c'est 5 semaines de formation intense en développement de soi, développement de son esprit de leadership, de panafricanisme, de son esprit d'entrepreneuriat. Quand on rentre dans son pays, en fait, on rentre comme un ambassadeur. Donc, en tant que alumni, notre devoir est de laisser je veux dire, our legacy, comment je dirais ça, notre héritage, héritage. On a le devoir de transmettre ce qu'on a appris, déjà de l'appliquer, parce que ça sert à rien d'avoir une formation. C'est comme quelqu'un qui va à l'école et après vient s'asseoir, se dit bon, j'ai pas d'opportunité, hein, je reste. Alors qu'on a les armes pour aller chercher la vie. Bah exactement. Donc être alumni, c'est la responsabilité déjà d'incarner le changement qu'on veut voir dans la société, mais aussi voilà d'empower les jeunes qui eux n'ont pas les mêmes opportunités que nous, ou alors de leur donner la possibilité à eux aussi d'accéder à ce type d'opportunités. Donc c'est un peu ça. On est un groupe d'amis, voilà, qui partagent. Et c'est quoi ton rôle dans ce programme? Alors, au niveau de l'Afrique, c'est comme je vous ai dit, en fait, on a des associations panafricaines de membres YALI, c'est-à-dire, puisque le YALI, ça concerne quand même, je dirais, 90% des pays en Afrique. Donc, ça fait que moi, maintenant, j'ai des amis partout. Hein. Partout voilà. En Afrique. Exactement. Et avec les associations d'alumni d'autres pays, on peut faire des projets au niveau de la sous-région, au niveau africain aussi, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux, des campagnes et autres. Mais bon, au niveau du Cameroun, on organise beaucoup d'activités, comme j'ai dit pour les jeunes. Ça peut être des visites à l'orphelinat, ça peut être une marche simplement pour un mouvement particulier, hein, genre la journée du sport pour la paix et le développement. Ça peut être des sessions de formation, ça peut simplement être même des visites dans les écoles pour sensibiliser les enfants, par exemple, sur le bienfait de se laver les mains, tout ça. Vraiment, c'est civic leadership, en fait, ça veut dire en français, c'est de l'engagement citoyen, tout simplement. On est alumni, notre rôle ou mon implication, c'est voilà d'être un citoyen actif, engagé pour la société finalement. Citoyen engagé pour la société, tu es donc leader né, que tu es également directrice de projet à la Jeune Chambre internationale. Oui, oui, leader né. C'est gentil, merci. Je sais pas si et c'est tout fondé. Hein. Ah, c'est gentil, mais je sais pas si on est leader. Je pense que le leadership, c'est une capacité qui s'acquiert avec le travail sur soi-même. Et le travail, c'est-à-dire le don de soi pour la communauté. Au sein de la Jeune Chambre, je dirais que la Jeune Chambre, c'est une grosse partie de ma vie quand même. Parce que, voilà, quand on est membre Jeune Chambre, on est un jeune citoyen actif. Déjà, de par la mission ou la vision de la Jeune Chambre qui est offrir des opportunités de développement aux jeunes pour soi-même, qui finalement à un moment leur permettront de créer des changements positifs dans la société. Exact. Moi, je suis très très fière d'être directrice de projet à la Jeune Chambre. Bon, c'est vrai que directrice de projet à la Jeune Chambre, ça veut pas dire grand-chose parce que tout le monde à la Jeune Chambre acquiert une opportunité. Voilà, acquiert une opportunité. Mais voilà, ce qui me passionne moi véritablement dans la Jeune Chambre, c'est ma carrière de formateur. Parce que j'adore retransmettre ce que j'ai acquis gratuitement finalement, parce qu'à la Jeune Chambre, la Jeune Chambre, ce ne sont que des opportunités, que ce soit pour se développer soi-même, ou développer son entourage, pour développer son business, pour ceux qui en font, hein. Donc voilà, je pense pour moi qu'il est important, comme je t'ai dit tout à l'heure en coulisses, de retransmettre ce que l'on a appris. Et voilà, j'ai axé ma carrière Jeune Chambre vraiment dans la formation, dans tout ce qui est empowerment des jeunes, etc. Également volontaire pour les Nations Unies.
Oui, ça c'est l'histoire de ma vie. Je suis volontaire des Nations Unies depuis que je suis au collège. J'ai été longtemps directrice du club UNESCO, à l'UNICEF et tout ça. Oui, ça fait partie, en fait, disons que c'est au sein de ce club UNESCO et tout ça qu'est réellement né mon engagement. Parce que avant ça, j'avoue, j'ai eu une enfance un peu... Agité? Non, même pas, un peu bigot, un peu genre très enfant à la maison avec les parents et tout Gâté. ça. Je dirais pas ça. Mais je remercie mes parents mes parents se sont battus vraiment pour que j'ai les opportunités de ne pas souffrir d'un certain nombre de choses. Je les remercie. Mais c'est au sein, en fait, des clubs UNESCO, OAPI, etc., que j'ai pu réellement toucher du doigt la réalité d'autres personnes, d'autres jeunes comme moi qui finalement, en Afrique, on va dire, les jeunes qui ont des opportunités de faire des études dans des bonnes écoles, de pousser vraiment loin, ou bien de pouvoir voyager, etc. On n'est pas très, très nombreux. C'est vrai. Donc, c'est au sein de ces clubs que j'ai pu toucher, voilà, la réalité et me dire, voilà, je veux donner ma vie à donner l'opportunité finalement à d'autres personnes comme moi qui sont juste pas peut-être nées du bon côté de la barrière. C'est juste. Donc, ouais... mon engagement, mais je suis plus beaucoup engagée aux Nations Unies. Maintenant, je suis très occupée dans mon... Très occupée pour ton association. Voilà, pour la GEC. Est-ce que du haut de ta montagne, Vanessa, tu peux nous confirmer que la jeune femme noire, désormais, s'investit aux côtés de l'homme pour le développement du continent africain? Est-ce que tu l'as remarqué? Oui, mais pas assez, à mon goût. Je m'explique. C'est vrai que de plus en plus, les jeunes femmes sont engagées en Afrique. Voilà, ça c'est une fierté pour moi. Je suis par exemple dans un programme international qui s'appelle More Men in Politics, qui consiste à vraiment impulser cet esprit aux femmes. La femme, voilà, dans l'esprit politique, je crois. Bon, pas forcément dans l'esprit politique, mais d'être plus présente dans les instances de prise des décisions. Parce que finalement, à un moment, en Afrique, nous les femmes, on est plus nombreuses, mais bizarrement, on n'est jamais là où on décide des problèmes qui nous concernent. Et les problèmes de la société africaine concernent à 90% d'abord ceux de la femme africaine. Donc oui, de plus en plus, vraiment, je dirais, c'est un mouvement qui marche déjà. Les femmes sont de plus en plus conscientes, voilà, surtout en Afrique de l'Ouest, où bien sûr là-bas les consciences sont plus, les femmes sont plus émancipées. Mais je me dirais qu'il reste encore beaucoup à faire, parce que malheureusement, on a encore beaucoup de jeunes sœurs qui sont très, très timides. Elles se disent non, être une femme, il faut oser. Quand tu vas te mettre au devant, on va te traiter de machin. Malheureusement, la vie de l'homme reste dominante. Exactement. Et puis malheureusement, les femmes, entre guillemets, intellectuelles, ne seront pas forcément versées vers la famille, le mariage, tout ça. Donc même les parents, à un moment, ils essayent de pas trop encourager les jeunes filles à... Pourtant... c'est dommage, c'est véritablement dommage parce que on est plus de 50% de la population. On peut pas développer une nation, une Afrique avec que la moitié des habitants. Il faut que tout le monde soit dans le même bain. Voilà, pour qu'on soit l'Afrique qu'on veut voir demain. Moi, je suis une afro-optimiste. Je pense vraiment que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Mais voilà, il faudrait que... mes sœurs et moi-même, on soit davantage impliqués dans le processus. Dans ce processus de transformation. Qui est déjà vraiment... Qui se fait, ça, on va pas se mentir. Ça, mais vraiment avec une énergie pas possible. Voilà. Mais on est encore assez timide. Il y a des domaines, c'est dommage, par exemple dans le domaine de la robotique, de l'informatique, dans le domaine de la mécanique. Les femmes ont des capacités, mais sont encore assez un peu hésitantes. Voilà. Tout à l'heure, je disais que Maïmouna Sidibé, c'est vrai que je la reprends un peu trop, tout simplement parce que c'est l'une des rares à être passée dans By Night avec une vision d'homme. Et elle nous a dit qu'elle ne partageait pas du tout la vie, qu'elle ne partageait pas cet idéal égalité homme-femme d'ici 50-50, qu'elle était plus sur pas peut-être l'égalité des genres, mais encore sur le méritant.
Alors, est-ce que tu partages cet avis du fait que l'on dise, non mais on doit avoir 30 hommes et 30 femmes, qu'elles soient sachantes ou pas, qu'il y ait seulement parité. Et elle pense que c'est au méritant d'être, et même quand on est homme et qu'on ne mérite pas, ah ben non, basta, place à une autre personne. Alors, je n'irai pas sur le terrain de contredire cette sœur africaine, mais j'ai une toute autre vision des choses parce que je pense que l'égalité doit être au niveau des opportunités. Il y a beaucoup de cultures chez nous, il y a beaucoup d'endroits encore en Afrique où, voilà, les femmes à un certain âge, moi je prends seulement le cas du Cameroun, l'extrême nord. Dans les traditions de l'extrême nord, les femmes se marient à 14 ans, elles font très tôt des enfants. D'ailleurs, dès qu'une femme a une maternité, on se dit non, elle doit arrêter les études. Ah, la femme, c'est plutôt bonne pour ceci. Si on ne donne pas la capacité aux femmes d'aller aussi loin dans les études ou bien dans les opportunités, en fait, finalement, on la réduit à ne pas pouvoir se battre pour mériter cette place. Parce que pour mériter, moi je dis, c'est comme les jeunes qui disent, ouais, nous les jeunes, on n'a jamais la parole là où il y a les vieux. Non, mais quand on t'invite, qu'est-ce que tu dis? Il faut avoir matière à mettre sur la table, il faut avoir de la valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, c'est parce que on t'a donné les opportunités tôt. Moi, je dis, je remercie mes parents. Mes parents se sont battus pour que j'ai une éducation, pour que, voilà, je puisse faire des études, des longues études, etc. Mais si on ne m'avait pas donné cette opportunité, je ne pense pas que, voilà, j'aurais été capable de compétir. Et pour compléter ce que tu dis, je me rappelle que lorsque le président français Emmanuel Macron arrivait au Nigeria, il disait le jeune doit s'inviter à la table. Voilà, à la table des anciens, à la table des grands. Ne pas attendre que les anciens disent voilà, jeune, viens. Oui. À lui de dire je suis aujourd'hui l'acteur majeur du changement de ce pays ou encore de notre continent, que nous devons ensemble décider sur la route à prendre. Et ça, c'est vrai, ce que tu viens de souligner tout à l'heure, que la femme doit avoir les outils nécessaires. L'égalité doit régner dans l'égalité des chances. Des opportunités. Voilà, des opportunités. L'accès aux opportunités. Et plus on a cette égalité, plus on peut espérer que notre continent également ira de l'avant, qu'il va croître plus rapidement que de tout le temps voir l'homme, le roi de la forêt, que lui qui doit diriger, avoir toutes les décisions du monde. Et ça, c'est bien. Alors, t'as fait des études en langue, que tu en parles 4, un peu même plus que José Morino. Non, comme José Morino. José Morino, je connais 6. Tu parles le français, l'anglais, l'espagnol et même le chinois. Et t'as fait des études en traduction et interprétation de conférences. Voilà. Et dans cet univers-là, dans cette planète, tu as pu facilement t'introduire dans toutes ces associations panafricaines. Alors, ma question est de savoir, qu'est-ce que ce vocable veut dire pour toi, panafricanisme? Alors, je vais vous donner une vision personnelle. Tout à l'heure, j'ai dit que je suis une afro-optimiste. Et le panafricanisme, pour moi, c'est pas un rêve. Bon, disons que c'est... Bon, je vais revenir sur... vous dire un peu comment je le pense. Il y a une campagne Jeune Chambre qui s'appelle I Am Africa. C'est-à-dire, ça consiste simplement à dire quelle Afrique veux-tu pour moi, lors de cette campagne, j'avais dit que je souhaite une Afrique où, pour partir d'un pays à un autre, il n'y aurait pas de visa, ni de frontières, ni de barrières, parce qu'en réalité, on est un village planétaire. Moi, pour la petite histoire, ma mère vient d'un village frontalier au Cameroun, qui est, à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. Mon grand-père est camerounais. Et son grand frère, de même père et de même mère, est chef du côté du Nigeria. Pour moi, aller au Nigeria, on va me dire oui, j'ai besoin d'un passeport, d'un ceci. Pourtant, mon grand-père est chef au Nigeria. Pourquoi est-ce que on en est là? Le panafricanisme, c'est
une réalité en fait. C'est une réalité que je ne comprends même pas pourquoi il y a des gens qui parlent. C'est pas un débat, c'est rien. On est tous un bloc. L'Afrique, c'est quand les blancs, on dit la France, Afrique, on dit pas la France, Congo. On nous a mis dans un bloc. Alors réagissons en bloc. Mettons-nous en bloc et avançons. On a 70% des ressources de la planète, 65% de la population est jeune. Ça veut dire que l'avenir, c'est ici. Juste, mettons-nous en bloc et avançons. Genre, c'est une question que je n'aime pas parce que c'est un débat qui me touche profondément. Donc, voilà, juste, j'ai rien d'autre à dire. C'est juste que, voilà, on est frères. Tu parles une langue que je comprends pas bien, mais tu es mon frère, on est noirs. Exact. Bon, après, on va manger un... C'est juste. Alors, toujours sur cette même lancée, dans ces associations, tu es au contact des femmes entrepreneurs. Alors, moi, ça me plaît déjà que depuis pas mal d'années, le Congo s'est lancé sur une dynamique de diversification de l'économie, d'où le terme entrepreneuriat est désormais à la mode. Et chez nous, au Congo, l'entrepreneuriat est plus une activité de jeunes, que ce soit femmes comme hommes. Mais j'ai envie de savoir comment la femme entrepreneur dans ton univers se comporte. Quels sont déjà, entre autres, en quelques lignes, les grands projets qu'elle mène, tant pour son épanouissement, mais également dans la contribution du développement de notre Afrique? Alors, l'entrepreneuriat au féminin, je ne vais pas vous dire dans mon univers parce que, comme vous avez dit, ça se déploie un peu partout et de façon différente. Le cas du Cameroun, par exemple, les femmes sont je dirais même que dans le domaine du business, par exemple, les femmes sont, c'est vrai que c'est le business encore un peu tout ce qui est secteur informel et tout ça, mais les femmes ont un rôle, je dirais, primordial. Nous, si on mange à moins de 500 l'avocat au Cameroun, ça veut dire que ça travaille. Ça travaille. L'entrepreneuriat au féminin aujourd'hui, selon moi, moi-même, j'aime à dire que je suis un entrepreneur social. C'est une dynamique qui est en train d'être impulsée doucement, timidement même, dommage, contrairement à ce que certains pourraient penser. Mais elle est encore très, très hésitante. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Yann, c'est dommage, mais on est encore très timide dans le sens où on a encore ces barrières sociales de la femme entrepreneur. Non, quand la femme a l'argent, elle respecte pas son mari. Exactement. Non, quand la femme est au devant des responsabilités, elle manque de respect aux hommes. Non, quand la femme a un certain statut social, elle sera pas pro-famille, pas dans le mariage, pas dans ceci. Faut qu'on réussisse à briser ces barrières-là. Mais je suis très contente quand même de voir que de plus en plus, peu importe le pays où je vais, je me rends compte que les femmes font bouger la société. L'entrepreneuriat au féminin, c'est devenu une réalité. Et je suis contente d'être là, précisément cette époque-ci, pendant que les choses avancent en Afrique. Un exemple chez toi au Cameroun, on a qui? On peut relever déjà quel nom, quelle figure? Ça, mon Dieu. Ce serait plus difficile de pas... Chez moi, je pense à Chris Brochek. Je pense également à Gabi, et je pense à toute jeune déjà chez Gabi, toi. Oui, ok. Au Cameroun, comme je dis personnellement, je suis quelqu'un qui n'aime pas avoir d'exemples connus. Moi, les exemples, je les prends à côté de moi. Je vois ma maman, je vois la candidate que je soutiens aux élections nationales de la Jeune Chambre Cameroun, Estelle Youbi, qui est une personne très entreprenante. Je vois moi-même, sans vouloir me vanter. C'est vrai. Non, en fait, dans mon entourage, je dirais qu'il y a énormément de femmes. Il y a des femmes battantes. Voilà, qui font beaucoup. Peut-être pas reconnues il y en a qui sont reconnues, mais comme je t'ai dit, Yann, moi, je suis plus versée dans des modèles de personnes que je vois au quotidien que des personnes forcément très médiatisées. Mais des personnes médiatisées, on en connaît plein en Afrique. Au Cameroun, tu as des écrivains célèbres qui sont très engagés, comme Kadis Biala. Tu as des femmes. On a eu la défunte Foni, qui était mairesse à Douala, qui a été la première femme d'affaires
président des femmes d'affaires mondiales. On a beaucoup de figures comme celle-là, mais bon, moi je choisis mes modèles vraiment dans mon entourage direct. Celle-là qui anime ton quotidien. Voilà, je préfère. On va également parler d'un projet. Tu es promotrice du projet More Women in Politics. More Women in Politics. Ah ouais, vraiment c'est l'anglais qui va nous séparer. N'est-ce pas là ta vision que tu nous affiches en parlant de politique. C'est très rare que le mot politique soit employé, manipulé au féminin. Oui, Yann. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un aspect que je trouve vraiment dommage parce que une fois de plus, je le dis, on peut pas développer l'Afrique avec seulement la moitié des forces qu'on a pour l'instant. Alors, le projet More Women in Politics n'est pas véritablement, en fait, c'est le nom qu'on a donné, mais c'est pas véritablement s'investir dans la politique en tant que militantisme et autres, mais simplement d'encourager les femmes à être plus présentes dans les instances de prise de décision. Voilà, parce que les femmes sont très en retrait, elles sont très timides encore dans tout ce qui est politique et autres. Pourtant, on sait que, par exemple, que si l'hôpital ne marche pas, en fait, c'est la politique qui régit l'hôpital qui a un problème. Les femmes, par exemple, chez nous, au Cameroun, ce qu'on appelle les Baye Amsterdam chez nous, c'est des femmes qui vendent dans les marchés et tout ça. Mais par exemple, on avait fait une étude et un constat où on se disait que les femmes n'allaient pas dans les conseils municipaux, ce genre de choses. Pourtant, quand on vient prendre la taxe, par exemple, au niveau de la dame qui vend au marché, on lui dit la taxe est 200 ou 500. Le gars qui lui dit ça ne connaît pas ses réalités. Il ne sait pas si elle vend 500 par jour ou pas, mais il lui dit, voilà, tu as une taxe payer la taxe de 500 par jour. Donc, il faut encourager les femmes à être présentes ou dans les cela se décide où leur avenir finalement se décide. Donc c'est vu qu'elle connaît sa réalité, elle saura c'est un peu tout ça défendre certaines choses. Le programme More Women in Politics, c'est pas forcément du militantisme, quoique nous y avons cru parce que parler politique, ça a toujours été interprété de la sorte. Une femme, quand tu le dis politique, on dit ah ben non, c'est histoire de présidence, c'est histoire d'eux, et là-bas finira peut-être par diriger l'armée. Et tu y penses également être femme politique chez toi au Cameroun, peut-être succéder à Paul Biya un jour? Non, pas la présidence. Ce n'est pas parce que je ne suis pas ambitieuse, mais c'est parce que je suis de ceux qui pensent que on peut faire. On n'est pas obligé d'être président pour changer le monde. Moi, je change le monde tous les jours dans ce que je fais. Le simple fait de pas, par exemple, jeter un bout de papier par terre, c'est changer le monde. Le simple fait d'encourager mes voisines à s'intéresser aux études et tout ça, c'est changer le monde. L'implication politique, bien sûr que j'y pense. Parce que, comme j'ai dit, c'est important d'être dans... si je veux pouvoir changer les mentalités, que ce soit camerounaises, africaines, à une plus grande échelle, il faut que je sois dans les cercles où ça se décide. Donc, bon, pas tout de suite. Monsieur Olivier Sita, Monsieur Cédric Bach, ce jour doit être un jour témoin. Le jour où Madame Vanessa occupera peut-être ce siège suprême de la République du Cameroun. Pardon, faudrait penser à nous. Faudrait penser à By Night. Faudrait penser à ce siège. On en a besoin. Je vous promets d'y penser. C'est une promesse et c'est une dette en même temps. Alors, dis-nous, jeunesse responsable. Crois-tu en une jeunesse responsable? Yann, je te répondrai que non seulement j'y crois, mais en plus, je la vis en tant que jeune. La responsabilité pour moi, en fait, ce n'est pas seulement de faire attention à soi, etc. Mais je connais beaucoup de jeunes. Je te connais toi, je connais beaucoup d'amis jeunes chambres, je connais beaucoup d'autres jeunes qui font tous les jours
des actions responsables, de responsabilité civique à travers des projets communautaires, etc., etc. Mais des jeunes qui s'investissent dans la vie de la cité. Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui s'intéressent à la politique, à la redevabilité des gouvernants, de la bonne gouvernance, tout ça. Donc, je ne crois pas à la jeunesse responsable. Je sais que la jeunesse d'aujourd'hui est de plus en plus responsable parce qu'on a pris conscience, on prend de plus en plus conscience que, voilà, notre développement, que ce soit nous-mêmes, nos familles, notre pays, notre continent, dépend de nous. Alors, il faut qu'on soit responsable. Si on ne l'est pas, ceux qui ne le sont pas, soyez-le. En février 2020, By Night, cet espace qui te reçoit ce jour, fêtera ou soufflera sur sa 3e bougie. Alors, c'est un concept tout simple. Nous avons pensé, je connais la devise de By Night. Ce sont ces afters, après toutes ces assemblées générales, tout aussi émoussantes, après toute discussion, t'as pas accordé la parole. On aura un By Night pour oublier les problèmes du monde. Et également, avec By Night, c'est cet univers qui permet à cette jeunesse de s'exprimer, comme ce que tu fais tout à l'heure, comme avec tout le monde qui passe, montrer que nous sommes non pas seulement la relève, mais que nous avons du potentiel. By Night, c'est aussi cet univers-là qui permet que nous puissions nous dire des bonnes choses dans la bonne humeur, j'allais dire. Mais By Night, c'est toute une philosophie, c'est toute une révolution. Je le dis très souvent, je suis révolutionnaire et fier, non pas parce qu'on dérange les autorités, non, nullement ça, mais c'est parce qu'on n'a pas voulu nous conformer à une certaine norme, à ce qui a été tout le temps droit, bien établi. On a voulu être un peu fou. Et pour changer le monde, il faut être fou. S'il fallait dire un mot pour cette tranche, pour cet espace, pour ce concept, que vas-tu nous dire? Alors, Yann, déjà, je suis très, très, très honorée d'avoir fait un tour, enfin, vous avoir accueilli chez moi, donc chez moi congolais, parce que je suis africaine, je suis partout chez moi. C'est vrai. J'adore l'énergie, l'équipe est super, vraiment. C'est dans la convivialité, la bonne humeur. Et je vous encourage à continuer à ne pas déranger les politiques, mais à dire la vérité telle qu'elle est, à chercher toujours le moyen de rendre à la jeunesse toujours plus de vous, donner des opportunités aux autres, de savoir ce qui se fait ailleurs. Parce qu'on dit bien, quand on voit ce qui se fait ailleurs, ça nous encourage aussi à prendre le bon exemple. Et voilà, j'espère qu'il y aura un gâteau et qu'après, il y aura un By Night. Ah, ça. Nous sommes suivis donc à Pointe-Noire sur NTI Télévision, la 519.25 en mégahertz, et puis en radio sur la 107.5 FM, mais aussi à travers le monde via YouTube. Cela veut dire que Pointe-Noire te suit, le Congo te suit, mais aussi le monde à travers Internet. Que dire à cette jeunesse citoyenne engagée du Cameroun, d'Africa, cette jeunesse diversifiée qui va apprendre à te connaître dès maintenant, ou qui va te reconnaître parce qu'on dira, ah ben ouais, c'est bien Vanessa, je la connais, fière d'elle. Que dire? Alors, aux jeunes, je dirais simplement que il faut laisser parler votre lumière. On a énormément de capacités en Afrique. On est 65% de la population de ce continent. Ça veut dire que on n'est pas l'avenir, on est le présent de l'Afrique. Il faut qu'on en prenne vraiment conscience et qu'on travaille à une certaine autonomisation de nous-mêmes et un certain développement. Il faut pas avoir peur de saisir les opportunités parce que le problème des jeunes, c'est qu'on se dit on a de grands rêves mais on n'a pas des capacités. Il ne faut pas 1 milliard pour changer le monde. Donc moi j'ai commencé mon association on avait de cotisation annuelle 5 000. On arrivait à faire des choses, c'est petit à petit qu'on grandit, mais il ne faut pas avoir peur de laisser parler la lumière qui est au fond de nous. Et toujours aller vers la connaissance, toujours être porté vers l'ouverture, toujours être porté vers ce qui est bien, toujours penser à ce qui est positif. Faut pas seulement se cacher derrière son ordinateur pour dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux et tout ça. Faut se servir des réseaux sociaux pour regarder ce qu'il y a de bien ailleurs,
pour apprendre, pour développer notre continent. Et voilà, c'est ici que ça se passe. Arrêtez d'aller ailleurs, c'est ici que ça se passe, c'est maintenant. On est le présent. Ça, faut pas l'oublier. Forcément, tout le long de cette émission, les questions sont venues de nous et on ne va peut-être pas déroger à la règle. Hein. La question finale ne viendra pas de toi, mais plutôt nous te laissons 1 minute pour dire ce que nous avons peut-être omis de te demander ou ce que tu voudrais bien mettre en lumière. À toi, devant une de nos 3 caméras, à toi de faire un peu comme lors de ta future élection. Non, Yann, pas de ma future élection. Non, je crois pas que j'ai grand-chose à ajouter, à part que, voilà, je suis, comme je l'ai déjà dit, assez honorée d'avoir eu le privilège de participer à cette émission de By Night. Hein. Vous pouvez aller consulter notre page Facebook pour l'association AGEC. Vous pouvez donner, et pour tous ceux qui hésitent encore à s'engager, voilà, parce qu'ils sont assez pris, recroquevillés sur leurs petits problèmes personnels, la vie associative a ceci de bien qu'elle nous développe nous-mêmes, qu'elle nous donne des opportunités d'être ouverts à autre chose, parce que parfois, même ce qu'on fait dans la vie en termes d'études et tout, c'est pas là où on finit, hein. Donc, il faut vraiment s'ouvrir au monde et il faut vraiment laisser parler ce qu'il y a en nous. Et merci beaucoup Yann, merci à l'équipe. Et je vous attends au Cameroun, hein, bientôt. C'est même cela. Je pense que toute l'équipe est prête. On saura répondre favorablement à cette invitation. On a tout prévu pour que le prochain By Night avec Vanessa Kamsou se passe au Cameroun. On va trouver une plage, on va le faire. Nous étions avec Vanessa Kamsou, la Congolaise du Cameroun. Merci. Voilà, c'était une fierté pour nous de te recevoir dans ce By Night tout spécial hors les murs de nos studios NTI. Nous sommes pour la première fois quelque part dans Pointe-Noire avec une Africaine à la mentalité d'une vraie Africaine, un peu du Thomas Sankara en toi, un peu du Nelson Mandela également en toi, mais aussi beaucoup d'Angélique Kidjo. C'est ce que j'ai pu remarquer. Eh ben, j'ai un sacré background. Merci encore une fois. Et c'en est terminé pour By Night. À nous revoir pour un nouveau numéro. Mais avant que l'on se dise au revoir, la page pub. By Night, c'est sur NTI Radio et Télévision, nulle part ailleurs.